Bien, merci. J'appelle à présent à me rejoindre sur le plateau les invités de cette dernière table ronde. Laurence Fischer, Gwenaëlle Legras et Hélène Marquier. Venez. Voilà, vous avez chacune un micro. Alors, merci pour cette affiche du spectacle L'Huître, rapporté d'Avignon. Elle me rappelle à quel point la métaphore ostréicole accourt dès qu'il s'agit d'évoquer les femmes ou l'activité féminine. On aime comparer les arts et le sport à un panier de crabes et on cherche dans le vivier la perle rare. Les talents féminins trop rares seraient donc comme les perles à aller chercher dans les fonds marins. Mais par pitié, arrêtons de parler de vivier. Les femmes ne sont pas des huîtres. Le talent féminin n'est pas un gemme précieux et rare qu'il s'agirait d'aller quérir dans les fonds sous-marins, tandis que le génie masculin requerrait le ciel bleu et le vol libre de l'aigle tel qu'il apparaît en songe à Goethe. Alors, puisqu'il est question de talent, par quel exploit arithmétique les petits garçons qui sont à peine 8% dans les classes de danse finissent-ils par diriger 82% des centres chorégraphiques ? Par quelle pirouette statistique les femmes, largement majoritaires dans les classes d'instruments de conservatoire, ne dirigent-elles que 4% des orchestres ? Et pourquoi enfin, en 2017, n'y a-t-il encore qu'une seule femme présidente de fédération olympique ? Ces cohortes évaporées nous rejouent le Cid à l'envers. Nous partîmes 5000, mais sans un prompt renfort, nous nous vîmes 50 en arrivant au port. Derrière les phénomènes désormais bien identifiés d'évaporation, de plafond de verre ou de plancher collant, comme disent les Québécois, le sexisme est encore plus que jamais à l'œuvre dans les milieux du sport et de la culture. Alors les championnes et artistes qui sont reconnus et médiatisés ne doivent pas nous leurrer. Elles ne sont pas encore légion et leur succès peine à masquer l'invisibilité dramatique des femmes dans ces secteurs qui pourtant se targuent de véhiculer des valeurs d'égalité, de diversité et de tolérance. Alors au cours de cette table ronde, nous réfléchirons au fondement de ce constat paradoxal et aux leviers possibles en croisant donc des témoignages et des expériences à la fois dans la pratique sportive et dans le monde de la culture autour d'un enjeu qui nous est apparu central, qui est le corps. Alors il a été beaucoup question de corps tout au long de cette journée. Impossible à oublier le corps émancipé, rêvé, idéalisé, ou au contraire entravé, cristallise à la fois des problèmes très concrets, comme la question de l'accessibilité par exemple, et aussi des enjeux de représentation, des clichés, des assignations qui pèsent sur le corps des femmes. Si le corps peut être un vecteur d'émancipation pour les femmes victimes de violences, qui par exemple se servent de la pratique sportive pour s'émanciper, il reste trop souvent l'enjeu et le moyen d'assignation sexiste. Ainsi, comme dans le milieu de la culture, comme dans le milieu du sport, on retrouve la tyrannie du corps jeune, mince et blanc, pourrait-on ajouter, le culte de la performance et de la force physique, les pratiques de harcèlement. On peut dire par exemple d'une femme d'orchestre qu'elle manque de bras, d'une athlète qu'elle manque de puissance ou d'une comédienne qu'elle manque de sex appeal. Entre pas assez et toujours trop, le corps révèle un décrochage flagrant entre la société réelle, où les pratiques amateurs sont très féminisées, et ce que valorise au contraire la profession et les médias, dans des secteurs à fort enjeu symbolique, où les moyens et le pouvoir sont encore largement préemptés par les hommes. Alors pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir donc d'accueillir des sportifs, des artistes, des chercheuses. Je commence par excuser Alix Ewande qui aurait dû être présente avec nous, qui est batteuse et aussi autrice et compositrice. Et un événement familial tragique, malheureusement, la retient loin de nous. Néanmoins, je serai donc la porte-parole de son témoignage dont j'essaierai de restituer les plus grandes lignes. Laurence Fischer, vous êtes triple championne du monde de karaté, 7 fois championne d'Europe et 10 fois championne de France. Vous avez, bah oui quand même.
Et vous ne vous arrêtez pas en chemin, vous avez aussi fondé très récemment une ONG, Fight for Dignity, dont on parlera tout à l'heure. Gwenaëlle Legras, vous êtes maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes entre autres spécialiste du vieillissement des stars françaises à l'écran et votre thèse portait sur Catherine Deneuve. Hélène Marquier, vous êtes à la fois chorégraphe et maîtresse de conférences arts et études de genre au département d'études de genre de l'Université Paris 8. Alors avant de vous entendre, nous avons voulu interroger Geneviève Fraisse, philosophe, historienne de la pensée féministe, pour lui demander ce qu'est pour elle le sexisme. Et comme elle ne pouvait être présente, eh bien nous sommes allés la filmer avec Marie-Hélène Leny, que je remercie ici, et qui réalise cette vidéo. Dans les textes officiels, qu'ils soient le dictionnaire ou les définitions internationales. Pour ma part, j'ai donc pensé que le mot discrimination ne collait pas avec le mot sexisme, pour une raison très simple, c'est que c'est un terme qui est lié à notre ère démocratique, à notre pensée de la justice via un certain type de juridiction. Donc c'est un mot de judiciaire. Le sexisme ne relève pas du judiciaire démocratique, le sexisme traverse les siècles. Si le sexisme traverse les siècles, alors effectivement, on va nous sortir le mot dignité, qui philosophiquement a une plus longue histoire que le mot discrimination. On va dire manque de dignité, perte de dignité, absence de dignité. Ça ne me convient pas non plus, je ne sais pas définir ce que c'est la dignité. En revanche, ce que j'ai trouvé dans la philosophie, c'est le mot qualité et le mot donc disqualification. La disqualification, c'est pour moi désormais le mot le plus proche pour définir le sexisme. En gros, la personne qui a un comportement sexiste, qu'il soit sexuel ou seulement lié au sexe, en les deux, ça peut concerner votre sexe ou concerner votre personne de femme, ça va vous disqualifier comme femme. Ça veut dire, en langage aristotélicien, C'est le suspense. Tu peux revenir. Ah, bon, il y a un petit bug. On s'excuse. Vous pouvez retrouver la vie. On peut remettre 2 minutes. Bon. Tu remets à 1 minute. le sexisme, T'as pas le contrôle. Hein. Bon, tant pis. Bon, on va attendre. D'accord. Quelque chose qui relèverait de l'absence de dignité et quelque chose qui relèverait d'une approche, je dirais, par la discrimination. Le truc où tu as fait la coupe. Que ça serait des attitudes discriminatoires. Dans les textes officiels, que ce soit le dictionnaire ou l'institution internationale. Pour ma part, j'ai d'entrée pensé que le mot discrimination ne collait pas avec le mot sexisme, pour une raison très simple, c'est que c'est un terme qui est lié à notre ère démocratique, à notre pensée de la justice via un certain type de juridiction. Donc c'est un mot de judiciaire. Le sexisme ne relève pas du judiciaire démocratique, le sexisme traverse les siècles. Si le sexisme traverse les siècles, alors effectivement on va nous sortir le mot dignité, qui philosophiquement a une plus longue histoire que le mot discrimination. On va dire manque de dignité, perte de dignité, absence de dignité. Ça ne me convient pas non plus, je ne sais pas définir ce que c'est la dignité. En revanche, ce que j'ai trouvé dans la philosophie, c'est le mot qualité et le mot donc disqualification. La disqualification, c'est pour moi désormais le mot le plus proche pour définir le sexisme. En gros, la personne qui a un comportement sexiste, qu'il soit sexuel
ou seulement lié au sexe, dans les deux, ça peut concerner votre sexe ou concerner votre personne de femme, ça doit vous disqualifier comme femme. Ça veut dire, en langage politicien, vous n'êtes pas de la même substance. Il y a une différence de substance entre la personne qui vous insulte, ou qui vous méprise, ou qui vous disqualifie, et vous. C'est ça qui me paraît important de noter, c'est que dans la tête de celui qui a un agissement, une parole, un acte sexiste, c'est qu'il pense que vous n'êtes pas de la même qualité. Voilà. Bon. La vidéo, l'interview dure plus longtemps et vous pourrez la retrouver en intégralité parce que c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller la retrouver sur la chaîne YouTube que nous allons bientôt créer ensemble contre le sexisme et dès à présent sur l'adresse bit.ly/ECLS comme ensemble contre le sexisme, culture-sport, c'est déjà en ligne et puis on va le tweeter, le relayer rapidement. En tout cas, ce qui me semble intéressant ici, c'est que le sexisme, ce serait donc une disqualification. Là, ce que Geneviève Fraisse appelle la disqualification de l'être femme. Or, cette disqualification, cette affirmation d'une différence de qualité, de substance, commence bien par une disqualification du corps des femmes. Être qualifié ou disqualifié, dit encore Geneviève Fraisse, tel est encore aujourd'hui le destin ordinaire des femmes. Alors j'imagine, Laurence Fischer et vous autres, que cette notion de qualification ou de disqualification, vous en avez fait l'expérience, au propre comme au figuré, dans des disciplines qui, à chaque fois, mettent en jeu la culture de la performance physique et du résultat. Alors je vais commencer par essayer de restituer un petit peu le témoignage d'Alix Ewande avant de vous donner la parole. Alix Ewande, qui dont je serai la porte-voix, c'est une des batteuses les plus reconnues en France. Elle accompagne des artistes sur les plus grandes scènes en France ou à l'international. Elle a accompagné par exemple le chanteur soul américain Terry Callier. Elle accompagne Vanessa Paradis, Émilie Simon, Jane, Julien Clerc et beaucoup d'autres. Elle est aussi une des 2 femmes à représenter pour la marque Yamaha, leur marque de batterie. On voit derrière nous... on la voit dans sa posture où elle n'est pas seulement interprète, mais également autrice et compositrice, et donc leaduse de son groupe. Elle a été aussi danseuse en compagnie de danse contemporaine avant de passer derrière les batteries. Alors en préparant cette table ronde, je lui ai demandé si elle a été confrontée à la qualification ou à la disqualification dans ce milieu des musiques actuelles qui, a priori, véhicule des valeurs d'égalité et de diversité. Et je lui ai demandé si, dans l'exercice particulier de la batterie, elle avait fait l'expérience du sexisme, puisque la batterie, c'est un instrument qui a pour particularité de solliciter une performance physique. Et son témoignage, eh bien, est effarant. On a pu en retrouver d'ailleurs quelques extraits dans un article qui était paru dans Le Monde, signé par Clarisse Fabre et Stéphanie Aubinet. D'abord, elle nous dit que la musique ne fait pas exception à la règle de l'omerta sur le harcèlement. Je cite, « C'est un tabou. Aucune ne veut passer pour féministe. C'est déjà très difficile de travailler. On ne veut pas qu'on nous fasse une réputation d'emmerdeuse. Il faut savoir qu'en tournée, au niveau des rapports hommes-femmes, c'est l'âge de pierre. » Alors elle témoigne de remarques d'ingénieur son sur ses fesses, en pleine balance, de main aux fesses, de harcèlement dans sa loge, d'ambiance de tournée très lourde, dans un contexte d'hommes entre eux, de blagues graveleuses, sexistes. Elle témoigne aussi de viols courants en tournée, notamment avec un groupe où un des musiciens avait tellement l'habitude d'agresser des jeunes filles dans chaque ville de tournée qu'il avait un budget spécial alloué pour faire taire les éventuelles plaintes des jeunes femmes agressées. Elle témoigne aussi d'une violence des mœurs dans une atmosphère de backstage souvent alcoolisée. Tout ça lui demandant une énergie folle à chaque fois entre 2 tournées pour avoir le courage de reprendre la route. Je la cite encore. Quand une sociologue a expliqué qu'il restait 3% de musiciennes intermittentes après 15 ans de carrière, que nous disparaissons régulièrement et silencieusement du milieu professionnel, épuisés par le sexisme, le harcèlement sexuel, ou la guerre contre les stéréotypes genrés, eh bien, j'ai arrêté de culpabiliser sur mes périodes de doute
j'ai compris la pression à laquelle j'étais soumise. Nous avons aussi évoqué la spécificité de la dimension physique de la performance musicale. La batterie donc nécessite un training physique, une pratique régulière, plus que d'autres instruments, puisque la dimension musculaire compte dans cette pratique artistique. Alors même si Prince a mis en avant une pionnière à la batterie en la personne de Sheila E., qui a d'ailleurs été celle qui a suscité la vocation et l'idée d'être batteuse pour Alix et Wande, dans l'imaginaire collectif, la partition de la batterie, elle est tenue par un homme à qui on reconnaît beaucoup plus qu'aux femmes à la fois les qualités de puissance, mais aussi de tenue rythmique, compétence qui là n'a absolument rien à voir avec la force physique et le sexe. Et de fait, elle témoigne d'un regard sexiste sur sa musique, d'une disqualification qui atteint sa musique elle-même, lorsqu'elle souhaite sortir du rôle de l'interprète ou de la musicienne et s'affirmer comme autrice et compositrice, et qu'elle va voir des maisons de disques pour faire son projet. Eh bien, on lui propose un producteur pour finaliser son projet, pour mettre la main finale à son projet, comme si elle ne savait pas elle-même quel son, quelle orientation elle veut donner à l'esthétique de son projet. Il y a un gros ras-le-bol, dit-elle. Avec la crise de l'industrie du disque, les musiciennes ont compris que les compromis qu'elles ont faits pendant des années n'étaient pas les bons. Nous sommes progressivement éliminés du circuit. Et en effet, si on regarde les chiffres de la SACEM, parmi toutes les personnes inscrites, il n'y a que 8% de compositeurs. Et elles ne sont que 10% les femmes à fréquenter les studios de répétition. Donc c'est difficile dans le merveilleux monde des musiques actuelles de sortir du rôle de l'interprète, interprète qu'on aime de préférence ultra sexy, le rôle de la chanteuse que là par contre on aime bien mettre en avant dès lors qu'il faut faire un programme ou une affiche. Au fil de nos échanges, Alix a aussi mis en avant l'idée qu'il y aurait une culture du résultat dans l'art, comme dans le sport sans doute, qui justifie les moyens et qui au fond justifie le sexisme. Avant d'être batteuse, elle a aussi été danseuse professionnelle dans des ballets. Et elle souligne ici une culture de l'humiliation. Elle m'a rapporté des propos courants, répétition dans le travail, de la part du chorégraphe. T'as un gros cul, salope, t'as encore grossi. Autant de stimuli censés permettre de tirer le meilleur des interprètes. Combien de fois on l'a mise à l'épreuve, raconte-t-elle. Elle cite par exemple en plein show l'exemple d'un bassiste qui lui aussi est responsable de la tenue rythmique du morceau, bassiste qui a passé le spectacle à essayer de la faire se planter dans la tenue rythmique de son instrument, mais heureusement elle a tenu bon. Et ce qu'Alix a souligné au fond, c'est que dans ce monde de l'art, comme dans le sport, au nom du résultat artistique, au nom du talent, on est frileux à admettre que certains comportements sont inacceptables. En d'autres termes, le chef-d'œuvre n'a pas de prix, ou si, plus exactement, il a un prix, et c'est celui de la violence sexiste. Voilà donc le témoignage d'Alix dans les grandes lignes. Alors vous allez nous dire dans un instant, Laurence Fischer, si vous aussi vous avez été confronté à cette culture de l'humiliation et du résultat. C'est vrai que le karaté c'est un sport de combat, un sport qu'on imagine réservé aux hommes historiquement. Dans les stades, les Grecs avaient pour coutume d'exercer leur pratique tout nus. C'était la raison pour laquelle, a priori, les femmes n'étaient pas admises dans les stades comme dans les assemblées politiques. Alors depuis l'Antiquité, on ne se bat plus tout nu, et pourtant les médias préfèrent montrer des muscles d'hommes saillants dans l'effort plutôt que des corps de femmes. Et alors juste avant de vous donner la parole, on va voir un petit aperçu en images du sexisme appliqué au sport féminin sur le petit écran. L'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. On ne discute pas avec les fans de football. C'est pas beau ça, Bernard. Non, ce que je dis, c'est une petite chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux.
I just wonder if her dad did say to her when she was 12, 13, 14 maybe, listen, you are never going to be, you know, a looker, you are never going to be somebody like a Sharapova who's going to be, you're never going to be 5'11", you're never going to be somebody with long legs, so you have to compensate for that. Do you agree with him or believe him? I would like to kick the man in his nuts. Alors, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, c'est pas quelque chose de naturel. Bon, c'est des propos de David Douillet qui ont 20 ans. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous entendez encore? Et puis, quel impact cette culture de la performance et de la force physique a eu dans votre carrière, Laurence Fischer? Intéressant, en fait, tout ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Donc, je pense que pour nous toutes ici, on constate ces inégalités et on lutte, on se bat aussi, et c'est ce qui fait qu'on avance. Donc, j'en ai, tout ce que j'ai pu entendre, malheureusement, j'ai pas pu être là ce matin, mais ce qui a été dit dans la problématique dans les gouvernances, dans les entreprises, mais on retrouve les mêmes symptômes chez nous dans le sport. Peut-être, évidemment, on a le corps en plus à gérer, mais il faut en revenir à l'histoire aussi. Il y a les inégalités parce que aussi, à la base, le sport a été conçu par des hommes pour des hommes. Et nous, on est arrivés, on nous a accordé le droit de pratiquer. Finalement, quand ça c'est, le baron Pierre de Coubertin, que je respecte beaucoup, on accueille les Jeux en 2024, 100 ans après. Enfin, il y a toute cette histoire, mais finalement, on nous a accordé politiquement la pratique du sport tardivement. Si je prends le cas du karaté, les premières compétitions ont démarré dans les années 80. Pour les femmes. On a eu le droit de faire de la compétition dans les années 80. Autre fait qui a été annoncé aussi tout à l'heure, c'est le pourcentage de femmes. Aujourd'hui, si je prends encore le cas du karaté, qui effectivement, on associe le karaté, comme tu le dis, à un sport plutôt pratiqué par des hommes. Aujourd'hui, 38% de femmes font partie de la Fédération française de karaté et de disciplines associées. Donc, on est parti de très peu. Aujourd'hui, en 2017, on a 38%. Donc, ça s'améliore, mais on est encore très peu nombreuses. Et quand j'ai commencé le karaté, on était aussi très peu nombreuses. Les enseignants n'avaient pas l'habitude de travailler d'enseigner à des femmes. Et je pense que du coup, dans l'approche qui était où les règles de l'époque allaient au chaos, c'était particulièrement dur et violent. J'avoue, d'ailleurs, j'avais commencé le karaté à 6 ans, j'ai arrêté. Voilà, parce que c'était très violent. Donc, je pense que l'approche même pédagogique a fait que ça n'a pas matché. Et il se trouve, je pensais au témoignage de la jeune fille par rapport à son parcours dans un milieu, dans le Wi-Fi, c'est ça? Yes, non. Wi-Fi, tout simplement. Excusez-moi. Et en fait, mon père pratiquait le karaté. Donc j'avais un environnement familial qui s'y prêtait. Une mère sportive, donc ça s'y prêtait. Donc j'ai commencé finalement à 12 ans. Et il y a un point aussi qui est important. Enfin, il y a deux choses. C'est que d'abord, on est en mixité. Les enfants, vous voyez même aujourd'hui, quand vous amenez votre enfant faire du sport, souvent, filles, garçons, il n'y a pas de problème. Enfin, même s'il y a des études, par exemple, à l'école, qui ont été faites sur le fait que les filles jouent d'un côté, plutôt, et puis les garçons prennent le centre. Enfin, bon, ok, on a du boulot. Mais dans un club de sport, en général, jusqu'à avant la puberté, on est ensemble. Donc, moi, quand j'ai commencé à 12 ans, je l'ai fait par amour, parce que j'aimais mon père et qui m'a un peu forcé la main. À la base, je faisais du théâtre et de la danse folklorique, donc c'est pour vous dire. Ouais. Et je n'avais pas envie d'en pratiquer. Donc il y avait cette base-là. Et pour en revenir à la notion par rapport au sexisme,
Je n'ai absolument pas eu conscience à cette période-là, à cette période d'apprentissage de la discipline, de ces inégalités et de ce que je pouvais en... Et vraiment, j'avais beaucoup de... Dans la souffrance de ce que peut représenter le fait que j'étais très timide, très introvertie, finalement, ça a été un grand bien. Et là où ça a commencé là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est effectivement quand en termes de performance, où justement on vous demande, c'est là où en fait où a commencé la comparaison. On a commencé à se comparer. Et donc là, en fait, j'ai eu droit à des non mais venant des hommes, non mais le karaté c'est pas fait pour les filles. Ah bon? Pourquoi? Dit par des karatékas au sein de... c'est un peu ce que vous avez pu entendre. Donc il y avait une culture aussi au sein dans la famille de ça. Non, une fille... Après, on est dans la performance, on en revient sur la qualification. On avait effectivement... Parce qu'on a démarré dans les années 80, donc il y avait une grande différence technique et physique. C'est-à-dire qu'on n'était pas physiquement préparé autant, enfin on n'avait pas on pouvait pas se préparer autant que les hommes pour deux raisons. On avait moins de compétition et on avait moins mis à disposition des moyens pour s'entraîner autant que les garçons. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, soit dit en passant. Notamment dans les quartiers sensibles, l'accès au sport pour les jeunes femmes et si vous voulez faire du foot aujourd'hui, que vous allez dans un club de foot à côté, vous allez voir que vos créneaux pour vous les femmes, vous allez jouer à 22h. Voilà. Donc on a encore du boulot, mais bon. Donc il y avait ça aussi, et donc la comparaison. Donc ce n'est pas fait pour les filles. Et ensuite vous performez. Donc donc années 80, moi j'ai vraiment commencé mon premier titre mondial, j'ai eu en 98. Il est vrai qu'en termes de qualification, il faut être surqualifié pour qu'à un moment on dise c'est pas mal ce qu'elle fait. Ah oui, quand même. Mais donc on se dit ok. Alors moi, quelle a été ma force par rapport à cet état de fait, par rapport à mes qualifications, c'était que j'aimais ce que je faisais, j'en ai pas tenu compte et j'ai tracé. Parce que et je me suis appuyée sur des hommes, beaucoup d'hommes m'ont aidé, des femmes aussi, de manière solidaire, à pouvoir m'exprimer autant que je le souhaitais et à aussi à dire on existe, donc sortir du silence, témoigner. Et à même dire en étant très peu nombreuses qu'effectivement il y avait des inégalités. Je prends un exemple sur la pure performance. Alors, nous, par exemple, on s'entraîne en compétition, on combat entre femmes. Donc, on ne peut pas dire on ne peut pas se comparer. La performance pure, le résultat se fait entre femmes. Donc, ça enlève le facteur vraiment puissance. On ne peut pas sans comparaison. Et puis, de toute façon, il faut reconnaître que les hommes sont quand même à même poids, même taille, ont plus de puissance que nous. C'est un fait. Mais ça ne m'a pas empêché aussi, ma grande force, ça a été aussi de m'entraîner avec les hommes. De m'entraîner avec les hommes parce que cette notion de mixité est très importante à mon sens pour faire aussi évoluer justement les a priori qu'on peut avoir. Ça n'empêche pas quand même de constater que sur les catégories, donc là on est sur la réglementation, si vous prenez même aujourd'hui, il y a des règles qui ont été mises en place pour l'égalité. Contrairement peut-être au milieu artistique, les fédérations ont des devoirs parce que le comité olympique, parce que le ministère des Sports fait le maximum pour qu'il y ait cette égalité. Mais par exemple, par équipe, on combat à 3 par équipe, donc on compte le nombre de victoires des combattantes, et les garçons sont 5. Bon, ils ont mis 5 catégories, même nombre de catégories de poids. Dans les années en 2008, même catégorie de poids. Donc vous voyez, c'est juste des exemples concrets d'inégalité vraiment sur la pratique elle-même. Si je vous prenais le cas de la boxe féminine est entrée aux Jeux Olympiques en 2012. Donc nous, en plus sport de combat, en plus de nous dire vous allez faire la cuisine et vous devez vous occuper des enfants, mais ça je pense qu'on y est toutes passées par là et pas seulement dans le sport. On a aussi droit à la question de ma sexualité.
qu'est-ce que ma sexualité a à voir avec ma pratique du karaté. Donc vous voyez l'association quand même. Vous faites un sport dit d'homme, donc de combat, donc vous êtes une femme homme. Enfin, je veux dire, mais... Donc, et j'ai eu droit à des réflexions de, je ne citerai pas cette personne qui est extrêmement connue, qui m'a dit que j'étais homosexuelle, en gros. Donc déjà, voilà, voilà, ça, c'est aussi des propos auxquels on a droit. Ou alors, après, c'est vraiment, voilà, c'est les médias aussi. Ça a été évoqué. Si vous n'êtes pas sexy, si vous ne correspondez pas à des critères esthétiques demandés en plus du fait de faire un sport dit d'homme, eh ben ça vous pénalise aussi. Voilà, donc il faut faire face à tout ça. Et moi, la grande force, à mon sens, c'est vraiment le fait d'en témoigner, de croire en soi et d'échanger et d'aller de l'avant. Donc de s'émanciper de cette condition dans laquelle on nous met. Et c'est une manière aussi de se faire respecter et entendre, mais de manière tout à fait subtile, sans aucune agressivité, par le résultat. Aujourd'hui, les femmes sont, dans beaucoup de disciplines, performent. On a les filles viennent d'être championnes du monde de handball. Si je reprends le cas du karaté, aujourd'hui, les meilleurs résultats sont féminins. Donc je pense que ça participe beaucoup aussi à casser cette image et ce à quoi on nous associe, et de voir aussi que voilà, on a un corps, on est musclé et on sait s'en servir et on arrive à performer et à être brillante dans ce qu'on fait. Donc ça fait vraiment, voilà, je préfère être positive, hein, parce que il y a effectivement aussi des cas comme dans le témoignage. Oui, il y a aussi, il y a dernièrement aux États-Unis sur l'équipe américaine de gymnastique, il y a eu le cas de ce médecin qui abusait des filles. Donc, on retrouve ça aussi dans le sport, et c'est très grave. Mais aujourd'hui, comme l'affaire Weinstein, on en parle et les langues se délient, et donc on avance. Merci. Dernier point, excuse-moi, il faut que je vous en parle, parce qu'il est ici où on parle du corps. Un exemple très typique, vraiment important, pour lequel j'en parle avec beaucoup de facilité. On a beaucoup de tabous sur le corps. Et pour vous donner un exemple, vers 28 ans, donc évidemment, vous pensez bien que quand vous faites du sport à très haut niveau, vous avez des abdos béton, parce qu'il faut encaisser les coups, parce qu'il faut être rapide, et il y a les levées de jambes, on donne des coups de poing et des coups de pied. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passait, j'avais des fuites urinaires. Et je me suis dit, mince, mais comment ça se fait? Je lui dis, normalement, pareil, on se dit, les fuites urinaires, ça arrive à un certain âge. Bon. Et là, je me suis dit, comment ça se fait? Je ne comprenais pas. Je vais voir mon gynéco, et il me fait un examen, il me dit, en fait, ton périnée est faible. Mon quoi? Et quoi? Donc, 28 ans. J'ai dit, maintenant, je suis maman, j'ai 2 enfants, donc évidemment, aujourd'hui, heureusement, en France, quand on est maman, on a droit à des séances de kiné pour son périnée. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, t'es faible du ton périnée, donc tout en dessous, là, quand tu as un effort, tu te fais pipi dessus. Et c'est un peu la honte quand même, hein. Et donc évidemment, entre filles de très haut niveau, c'est la chose dont on ne parle pas. Sauf que moi, j'ai dit, ça m'arrive, si ça m'arrive à moi, ça arrive aux autres. Les filles, ça vous arrive? Oui, ça nous arrive. Et en fait, pourquoi? Parce que la manière dont on travaille les abdominaux, on les travaille en crunch, donc on les travaille en poussée. On travaille en poussée comme ça, vers le bas. J'ai de beaux abdos, je suis forte du vent. Et même moi, je me disais, mais comment ça se fait? Et après, j'ai compris aussi par le travail du hara, l'énergie vitale et tout ça, qu'on pouvait le travailler aussi différemment. Mais j'avais pas, pour vous dire aussi l'importance des entraîneurs, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment féminins, qui ne sont pas formés et qui aussi peuvent avoir des problèmes de fuite urinaire, hein, cela dit, parce qu'ils ont un périnée.
mais qui du coup ne vous mettent dans le travail spécifique de l'athlète, ne vous disent pas que ça passe par en bas et qu'il faut travailler en contraction et remonter. Enfin, ce travail-là, on ne l'a pas appris. Et aujourd'hui, il y a un peu de sensibilisation, ça commence, mais vous voyez aussi que dans l'éducation et dans la manière dont on nous enseigne, on est aussi pas, c'est pas adapté parce que quand on reste dans un environnement masculin et du coup, ça ne nous est pas transmis. Absolument. Ben, on voit que la question du corps et de la connaissance du corps féminin rejoint complètement les enjeux de la table ronde de ce matin. On a parlé aussi de clitoris. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est que donc pour ne pas être disqualifié, il faut ici être surqualifié. Et qu'effectivement, c'est quand les filles font des bons scores, ont des bons résultats, que d'un seul coup, ça attire aussi les médias. Et effectivement, il y a une moindre médiatisation des femmes sportives. Si on regarde le volume global des retransmissions sportives, la part du sport féminin, c'est à peine 20%. Alors c'est déjà un progrès parce qu'en 2012, c'était 7%. Donc ça a déjà beaucoup progressé. L'avantage avec les chiffres quand on parle des femmes, comme vous le savez dans tous les domaines, c'est qu'on part toujours généralement de tellement bas qu'on a l'impression de faire d'énormes progrès. Néanmoins, ça reste quand même faible, 20%. Et pourtant, est-ce que ça intéresse le public ? Eh bien oui, puisque 70% des Français trouvent le sport féminin tout aussi intéressant que le sport masculin. Et au JO de Rio, le sport féminin réalisait 50% des meilleures audiences. Et pourtant, même pour le football féminin qui peut battre des records d'audience, le volume horaire est 10 fois moindre que pour le football masculin. On est à peu plus 440 heures pour le football féminin en 2016 contre un peu plus de 4000 heures pour le football masculin. Donc il y a quand même une grande différence. Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi c'est Camille Abili, je suis offensive, milieu de terrain offensif, je suis capitaine de l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et donc j'ai commencé le foot. Ouais. Merci pour nous. Donc j'ai commencé le foot à 6-7 ans, tout simplement parce que j'aimais bien jouer en short, torse nu. Transpirer pas mal, voilà, c'était mon élément, je me sentais bien, jouer, marquer des buts, tacler, voilà, me confronter à des hommes aussi, enfin à des garçons à cette époque. Et voilà, il faisait un peu comme ça, il nous rentre pas mal dedans, donc nous on est obligé de muscler notre jeu. C'est comme ça qu'en fait on progresse pas mal, quoi. Mais voilà, moi ça me dérangeait pas, j'aimais bien jouer sous la pluie, être toute dégueu, rentrer de l'entraînement, pardon, mais voilà, pleine de boue. Et en fait, j'ai même été, dès mon plus jeune âge, capitaine de mon équipe, pourtant composée beaucoup d'hommes, enfin de garçons. Un jour, d'ailleurs, il y a un garçon qui est venu, il se moquait de moi, bien entendu. Mes amis lui ont dit que j'étais meilleure que lui, il ne voulait pas le croire. Un petit passement de jambes, un petit pont, je ne sais pas si ça vous parle, et voilà, j'ai marqué. Et bien sûr, lui, il s'est fait vanner toute la soirée parce que en France, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple, on a encore du mal à se dire que le football, c'est pas fait que pour les mecs. Voilà. Pourtant, avec l'OL et comme on disait, l'Olympique Lyonnais, les victoires et tout ça, ça a fait pas mal progresser le foot féminin. Par exemple, on a eu la une de l'équipe le jour du match. D'ailleurs, le lendemain aussi. Ouais, voilà. Alors qu'il y a quelques années, même un match de l'équipe de France féminine, c'était une ligne en 4e page. Donc voilà, ça évolue aussi là-dessus. Pour vous donner un exemple, à Gerland, donc le stade de Lyon, en 2011, on jouait devant 300, 500 personnes. 500 les grands jours. Les grands jours. Maintenant, on joue quand même devant 6000 personnes, ce qui est quand même vraiment mieux. Du coup, on sait que c'est dû aux bons résultats, évidemment, parce voilà. que sinon... On sait que si demain, on arrête de cumuler les victoires, les stades vont se vider. C'est comme ça. Voilà, c'est le contraire, par contre, avec les équipes de foot masculine, hein, puisque même s'ils perdent, les stades sont toujours pleins. Voilà. Mais nous, si on commence à perdre, on sait qu'on n'entend plus parler du football féminin, quoi.
terminé. En fait, c'est assez représentatif de ce qui se passe dans la société. En tant que femme, on est toujours obligé de faire toujours un peu plus et de prouver comparé aux hommes. Du coup, moi, je suis Laura Georges, je suis arrière-centre à l'OL également. Et je suis professionnelle, du coup, je suis salariée. Et bon, ça va, j'en vis, hein, mais je ne dirais pas non, même salaire que les hommes. Parce que le mien, c'est environ 3 000 à 6 000 euros. Je ne dirais pas celui des hommes, je pense qu'il est connu. Voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'en négociation salariale, on nous rabaisse toujours. En fait, on aime bien nous rappeler que du coup, en France, c'est pas un sport qui est reconnu et que du coup, on devrait être contente déjà un petit peu et que les gars, eux, ils rapportent de l'argent. Voilà, du coup, c'est assez frustrant parce qu'on fait le même travail que les hommes. Voilà, on fait 14 heures de foot par semaine, comme les hommes. Voilà, entraînement et match aussi. Et avant l'OL, moi, j'ai passé 1 an aux États-Unis et là-bas, bah, c'est complètement différent. Le sport féminin, il est populaire. Le foot en tête avec le basket. Et en fait, c'est tellement inné que c'est rentré dans la loi. Du coup, on a obligé les universités à investir dans le sport féminin. Et en France, ça rame. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu un moment donné, il y a eu un plan de communication, puis c'est retombé d'un coup. Et on se demandait du coup comment voulez-vous donner envie aux jeunes filles de faire ce sport? Comment voulez-vous du coup bouger un petit peu les stéréotypes s'il n'y a pas un plan de communication de masse derrière? Voilà, parce que si la communication, pardon, mais ça se limite à Adriana Carambeu qui enfile des chaussettes roses dans les vestiaires, ou les filles de l'équipe de France qui posent nues dans les magazines, ça reste un peu... Ça, on ne le demande pas trop aux mecs quand même. Si, mais en fait, les hommes, on leur demande, mais eux, c'est les dieux du stade. Mais peu importe finalement qu'on soit féminine, masculine, sportive, pas sportive, l'intérêt, l'important, c'est qu'on soit jugé en fonction de nos performances. Voilà. Oui, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer notre façon de jouer, quoi, notre pratique d'un sport qui est beaucoup plus respectueux. Qui est plus technique aussi. Voilà. Bah, plus tactique aussi. Exactement, et avec beaucoup moins de gestes voilà, c'est ça, exactement. Finalement, et moins de simulation, évidemment. Parce qu'il faut le dire... Voilà, il arrête pas, mais relève-toi, arrête de chier. Ça, il y a un essai. Allez, debout, là, arrête. Tout seul. Réveille-toi, Marseillais, là, oh, debout. Voilà. Ça, c'est pour les hommes. Ouais. Moi, je suis Sonia Bonpastor, je suis défenseuse à l'OL également. Et j'ai commencé le foot un peu comme mes camarades vers 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et au début, je dois vous dire que ma mère n'était pas hyper contente parce que j'étais la seule fille de la famille et qu'elle avait peur que je sois un garçon manqué. Mais ça va. Je me sens pleinement femme, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'avoir des enfants. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de fonder une famille. Et je sais que pourtant, à ce moment-là, si je fais la moindre contre-performance sportive, on va mettre ça en avant, en disant que je joue moins bien parce que je suis trop préoccupée par mon gamin, parce que mon mari est trop présent, parce que je me préoccupe trop de ma famille, de ma vie familiale. Et bien justement, aux États-Unis, c'est le contraire. En Europe du Nord, c'est acquis. L'idée de la femme qui est à la fois mère de famille et footballeuse, ça fonctionne. C'est dans les mœurs. Donc, ouais. Alors qu'en France, par exemple, pour vous donner une idée, les filles qui veulent fonder une famille, devenir mère et tout ça, elles sont obligées la plupart du temps de prendre leur retraite à 32-33 ans. D'ailleurs, fait rêver, toi, tu commences un petit peu à penser à la suite. Oui. Je commence à préparer un master pour devenir coach sportif parce que je sais qu'une fois que j'aurai une famille, je pourrai peut-être pas. Moi, c'est pareil, j'essaie de faire mes études pour devenir entraîneuse, du coup. Ou entraîneur. Voilà, ça dépend des fois. Et du coup, en France, il y a 4 gros clubs. Il y a l'OL. Juvisy aussi. PSG. Montpellier. Montpellier. Et en France, notre équipe est le plus gros budget de France et un des plus gros budgets d'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Laura. Aujourd'hui, on est toutes salariées. Mais on est le seul club où on est toutes salariées. Ça veut dire qu'on vit toutes du sport. Ouais. On vit toutes du foot, mais on est les seuls. On est les seuls à être reconnus comme étant professionnels, du coup. C'est sympa, comme on dit. Et du coup, en fait, ce qui est bien pour nous, pour le coup, c'est qu'on est vraiment rentré dans l'histoire en devenant championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Le triplé. Le triplé, quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup. On ne va pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps avec vous parce qu'on prépare un match dimanche. On joue contre Montpellier. Voilà. Ouais. Donc on vous laisse. Et merci. Continuez à faire du foot. Merci de votre attention. Du foot. Ou n'importe quel autre sport, même du judo, du karaté, c'est super. Merci beaucoup. Merci aux joueuses de l'Olympique lyonnais.
Juste vous dire aussi que le foot et le rugby, en termes de licenciés féminines en France, ont dépassé les 100%. Donc c'est pour dire que, donc mesdames, continuez à encourager vos enfants, vos filles à faire du foot ou du rugby, parce que vous ferez partie de cette nouvelle génération de footballeuses et de rugby women, parce que ça marche fort maintenant en France. Alors, il y a un paradoxe quand même qui a été souligné, qu'on commence à entendre dans les différents témoignages, dans les pratiques aussi bien sportives qu'artistiques, c'est que les carrières s'allongent, elles tendent à s'allonger, et pourtant la tyrannie de l'âge et de l'apparence physique impose un culte du corps jeune et normé. C'est ce dont on va parler à présent. Par exemple, dans les carrières sportives, on s'aperçoit que, notamment dans les sports d'endurance, me disait la présidente de Femix Sport, la part du mental tend à compenser le vieillissement du corps. On voit avec des athlètes comme Jeannie Longo, par exemple. Elle me parlait du mental d'acier des athlètes de haut niveau matures. Et pourtant, les athlètes comme les artistes sont trop souvent réduites et cantonnées à leur image. Et cette obligation à se conformer à un corps jeune et normé stigmatise en quelque sorte le vieillissement comme une tare, et ceci en complète contradiction avec l'évolution de la société, puisque aujourd'hui, 51% des femmes majeures ont plus de 50 ans. Or, elles ne sont que 8% dans les personnages féminins des fictions cinématographiques. Il y a donc un décrochage complet entre la réalité vécue et les représentations dans les fictions. Comme le déclare Anne Leni, la réalisatrice, à partir de 50 ans, les femmes développent un super pouvoir. Elles deviennent invisibles, surtout à l'écran. Voilà, des femmes disparaissent. C'est pas juste le titre d'un film d'Hitchcock, c'est aussi malheureusement une réalité du métier. Alors on vient de voir un clip signé par le Tunnel de la comédienne de 50 ans. C'est une commission de l'AAFA, actrices et acteurs de France associés, lancée et dirigée par Marina Tomei, que je salue puisque je vois qu'elle est ici. Une commission qui existe depuis 2 ans et qui mène un combat pour la représentation des femmes de plus de 50 ans et à qui j'ai emprunté les chiffres que je viens de donner. Alors pour elles, les femmes jeunes et les femmes mûres sont confrontées à une pression normative qui serait de même nature quant au corps, c'est-à-dire qu'il faudrait un corps désirable, beau, svelte, et le même processus qui les porte au nu un jour les efface après 50 ans. Et cette invisibilité, me semble-t-il, elle serait à mettre en rapport avec ce que la chercheuse Hyacinthe Ravet appelle, je la cite, la mortalité professionnelle. Les femmes connaissent des débuts plus lents et font des carrières plus courtes. Et là où l'éternelle jeunesse des hommes semble ne connaître aucune limite, comme le disait Simone Signoret, mon temps mûrit, moi je vieillis. Alors je me tourne vers vous, Gwenaëlle Legras, puisque vous avez beaucoup étudié les carrières et les représentations des icônes du cinéma français. Alors qu'en est-il des stars féminines au cinéma ? Et est-ce que certaines parviennent à échapper à cette norme, voire à proposer des contre-modèles ?
Alors effectivement, aujourd'hui, il est difficile d'ignorer les discours et images de la féminité, promouvant des corps irréprochablement sveltes, jeunes et en santé. Ces représentations participent à la construction sociale du corps des femmes. Leur vieillissement, qui se manifeste au premier abord à la surface du corps, constitue dès lors une problématique particulière, les signes d'âge ne revêtant pas la même signification selon le genre. Ce qu'a exposé Susan Sontag dans son article sur le double standard de l'âge en 1972, qui était l'une des premières féministes avec Simone de Beauvoir et son essai sur la vieillesse, sorti en 1970, à s'intéresser à cette question-là. Alors le vieillissement qui représente dans l'imaginaire collectif une phase de vulnérabilisation du corps est toujours plus délicat et pénalisant pour une actrice que pour un acteur. Si la société considère que les hommes se bonifient au fil du temps, une femme, qui plus est une star, s'éloigne en vieillissant du tyrannique canon de beauté, jeune et jolie. Beauté et vieillissement sont considérés comme antithétiques dans notre société, en tout cas pour les femmes. De fait, rares sont les actrices qui peuvent vieillir en tant que sujet, parce que pour la plupart, elles ne l'ont jamais été à l'écran jeune, dans le sens où le système impose aux actrices de vendre plus souvent leur capacité de séduction que leurs compétences d'actrice. L'actualité le met bien en lumière. Par ailleurs, les rôles se définissent souvent par rapport aux hommes, mais par rapport aux seules fonctions de ce corps féminin. Sexuelle et ornementale, sois belle et tais-toi, reproductive et nourricière avec toute la sphère du care. Le cinéma est encore en grande majorité sexiste, et le test de Bechdel est un bon indicateur. Une œuvre réussit le test si deux femmes y parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Faites le test au prochain film que vous allez visionner, vous verrez, il y a très peu de films qui passent la barre. Les actrices dépendent de leur apparence, de leur photogénie, de leur séduction et de leur corps, ce qui limite leur registre et les oblige à se reconvertir à partir de la maturité. Cette asymétrie est clairement perceptible dans le cinéma classique hollywoodien. Des films comme Sunset Boulevard, Soudain l'été dernier, Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Chut chut, chère Charlotte, donc des grands classiques hollywoodiens qui mettent à l'honneur de grandes stars comme Gloria Swanson, Katharine Hepburn, Joan Crawford, Bette Davis. Des films où le vieillissement est représenté comme une pathologie traumatisante pour les femmes, qui s'inscrit dans leur corps, perçu comme horrifique, car il n'est plus fertile. Elles sont à la marge de la définition, d'une définition idéale de la féminité. Néanmoins, Anne Moret, dans son article sur le grotesque comme marqueur du succès des stars féminines vieillissantes, suggère que ce registre permet aux actrices de se déplacer dans la perception publique d'une conception de la célébrité liée uniquement à leur apparence à une célébrité reposant sur leurs compétences artistiques. Le corps grotesque force alors à reconnaître la féminité et l'âge comme des constructions ou au moins comme une performance. Le grotesque et les performances des stars classiques et contemporaines vieillissantes peuvent aussi être perçues comme une colère contre la domination masculine et la primauté aliénante de la beauté corporelle féminine juvénile. Mais seules celles qui ont de la notoriété peuvent obtenir ce pouvoir. Voir la belle mise en abîme récente de la série Feud avec Susan Sarandon et Jessica Lange reprenant les rôles de Bette Davis et Joan Crawford sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Néanmoins, toute une génération d'actrices et de stars du baby-boom négocie actuellement son rapport au temps, à l'espace, au corps et à l'image de soi pour habiter ou esquiver le vieillissement. Car elles doivent aujourd'hui se confronter aux valeurs idéalisées de féminité qu'elles ont construites dans leur jeunesse et qui sont aussi des valeurs d'une société capitaliste qui fabrique de l'obsolescence pour renouveler les objets de consommation. Elles doivent se confronter à ce que la chercheuse Marie Rousseau appelle les scandales de l'anachronisme,
Il s'agit de la disqualification sociale qu'entraîne le fait de se soustraire aux normes de l'âge, d'aller contre le temps, contre son temps, et de remettre ainsi en question les modèles comportementaux fondés sur l'âge. Et cet objectif engage au premier chef de dissocier l'âge chronologique, le nombre d'années vécues, l'âge physiologique, qui renvoie aux processus et aux états biologiques que le corps traverse, et l'âge social, qui concerne les événements et les pratiques qui, dans le sens commun, sont supposés se produire à différentes périodes de la vie. Or, certaines arrivent à réconcilier, au niveau symbolique, des valeurs sociales antagonistes, féminité, star et vieillissement, pour échapper à une représentation culturelle dépréciative, traditionnellement associée aux actrices vieillissantes. De plus en plus, les actrices françaises d'un certain renom, qui, espérons-le, font bouger les lignes pour l'ensemble des actrices, peuvent proposer une alternative aux normes de genre et d'âge, une résistance aux représentations limites des corps, en étant des sujets autonomes, sexués, souvent suite à une crise qui leur donne une capacité d'agir, de se départir des conventions pour réécrire de nouveaux modèles. Mais l'idéal de beauté de la jeunesse, seul standard d'attractivité valorisé pour les femmes, les exhorte à simuler une apparence jeune, à masquer leurs cheveux blancs, à normaliser leur visage par la chirurgie, comme Isabelle Adjani, Nathalie Baye ou Catherine Deneuve, quitte à retomber dans le grotesque à un certain stade. Cette inégalité, toujours d'actualité, pousse des actrices à devoir ressembler à des jeunes filles, même à plus de 60 ans. Si le tabou de la sexualité des femmes vieillissantes est lentement décomposé, les corps dénudés restent encore relativement prohibés en comparaison de ceux des jeunes actrices, excepté quelques actrices au corps encore svelte et ferme qui justement se dénudaient dans leur jeunesse. Les corps sexualisés acceptables pour une large audience ne sont visibles que partiellement ou couverts par les draps. Rampling, Isabelle Huppert et Nathalie Baye apparaissent nues et sans honte de leur pouvoir de séduction, mais correspondent toutes au même type de silhouette, fine et menue, presque adolescentes, qui ne les font pas paraître leur âge. Ceci transparaît également dans le look vestimentaire, indispensable pour valoriser et connoter la jeunesse d'un corps. Que l'on pense aux critiques qui ont longuement parlé du look jeune et décontracté de Fanny Ardant dans Les Beaux Jours, ce qui peut donner aussi lieu, à l'extrême, à un renouvellement de la représentation culturelle dépréciative du vieillissement, comme le fait Isabelle Huppert en personnifiant à 56 ans le fantasme de l'écolière dansant que ni-tête. L'amaigrissement spectaculaire d'Isabelle Adjani va dans le même sens. On est dans un entre-deux, entre valorisation et quelque chose de limite grotesque. À côté de cela, nous avons dans les générations suivantes de beaux exemples d'actrices qui incarnent des images assumées et positives des rondeurs de l'âge mûr. Agnès Jaoui, tout particulièrement, dans Comme un avion, où Aurore s'affranchit du diktat. Catherine Deneuve est une des premières à avoir franchi ce cap d'un corps vieillissant valorisé par la fiction ces dernières années, dans un registre sérieux pour rejoindre l'exception Simone Signoret. Elle investit son corps vieillissant comme anticorps aux normes sociales et culturelles d'âge, alors que se maintient un rapport schizophrénique entre son visage et son corps. S'il est évident que son visage a été retouché par la chirurgie à maintes reprises, a priori, son corps, non. Comme son corps n'est pas un élément essentiel de sa persona de star, contrairement à son visage et sa chevelure, plus elle l'expose, plus la star s'efface paradoxalement derrière son personnage. L'idéal intemporel de la star cède face à la réalité de l'actrice. Au lieu d'éviter les marques et les effets du temps, comme elle le fait pour les photos de magazines, Deneuve les souligne, les anticipe même, ou les affronte, notamment chez André Téchinet, par exemple. Faire craquer son vernis permet à l'actrice d'exister, de vivre à l'écran, mais aussi d'assumer publiquement son âge, sans être trop vampirisé par la star. Donc le corps vieillissant peut être un élément d'émancipation. Charlotte Rampling, quant à elle, a paradoxalement pu relancer sa carrière en assumant les rides de son visage et sa nudité, mais tout en gardant une silhouette lui permettant de s'inscrire dans des normes et classes sociales valorisantes
à l'écran. Rampling, comme d'autres, est aujourd'hui une actrice qui déstabilise les rapports de genre, d'âge et de classe et de domination en proposant des personnages sexualisés qui remettent en question les modèles comportementaux fondés sur l'âge, en se dotant d'une subjectivité nouvelle. Alors si le cinéma américain est plus fermé aux actrices vieillissantes, les séries américaines accueillent de plus en plus de stars hors normes de par leur âge et leur corps, qui peut être un corps fatigué par la maladie ou un corps qui n'a plus toute sa mobilité. Je pense à la dernière saison de Grace and Frankie avec Jane Fonda qui apparaît avec une canne. C'est Kathleen Turner, Whoopi Goldberg, Kathy Bates. Ces stars montrent exemplairement que leur corps vieillissant et alourdi peut être une ressource nouvelle et non uniquement une contrainte. L'espace des séries américaines est actuellement un formidable espace d'expression publique et de transgression symbolique pour les corps habituellement marginalisés au sein des représentations médiatiques. Et marginalisés parfois doublement, voire triplement lorsqu'il s'agit de Viola Davis, femme noire, vieillissante, dans un rôle central de femme de pouvoir dans How to Get Away with Murder. C'est pourquoi le rôle et le pouvoir des stars sur les représentations et le système est primordial pour pouvoir ouvrir des brèches. Merci beaucoup. Je vais regarder les films dont vous avez parlé avec un regard nouveau. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, ces clichés sexistes, ils concernent de la même manière finalement les femmes matures et les femmes jeunes. Et je ne résiste pas à vous faire part d'une annonce de casting de série qui est arrivée au mois de décembre dans ma boîte mail, au moment où on préparait cette table ronde. Donc pour une série comique, nous recherchons des actrices et acteurs bénévoles n'ayant pas peur du ridicule et de la dérision. On va voir où se situe le ridicule et la dérision. Alors, je vous lis textuellement tel que c'était formulé. Standardiste, très idiote, une godiche, nonchalante, aucune empathie, 25-30 ans, jolie, toujours très pimpée physiquement. Infirmière, 20-25 ans, très belle, sexy, incompétente. Toujours habillée de manière à être désirable. Prostituée, trentaine, belle, pute sur le retour, défraîchie, habit très kitsch, ce qui ne l'empêche pas de la rendre assez sexy, apparence vulgaire, déjantée. Alors on parlait de modèle. À entendre cette annonce de casting, on se dit que le récit télévisuel est quand même sacrément en retard par rapport aux réalités. Alors revenons aux réalités. Hélène Marquier, donc vous pratiquez la danse et vous avez publié récemment « Non, la danse n'est pas un truc de fille », essai sur le genre en danse. Donc un monde où se joue quand même un hiatus entre la pratique amateur, où les filles sont en grande majorité, et le monde professionnel, on en parlait, où il y a une majorité de garçons, aussi bien au poste de responsabilité que sur les plateaux. Alors en quoi ce milieu de la danse entérine, ou pas, des différences normées sur les corps? Alors, avant de commencer, je voudrais rebondir sur l'idée de disqualification, parce que je me souviens... au début, quand j'étais à l'université, où je suis allée faire une communication dans un colloque, évidemment, comme on nous demande d'être parfaite, moi, c'est strict, carré, le temps, etc. Et on est venu à la fin me féliciter de ma rigueur pour une danseuse. Et on mesure tout le mépris qu'il y a à la fois pour la femme et pour la danse. Et c'est pas un hasard, puisque la danse est supposée être quelque chose de féminin. Voilà. Et justement, moi, je voudrais m'élever aussi contre cette idée qui fait de la danseuse un peu le symbole des femmes aliénées, une petite chose qui serait soumise aux diktats des régimes, etc. Vous connaissez beaucoup de femmes qui ne font pas de régime ? Moi, je connais des danseuses qui n'en font pas. Donc, voilà, il faut sortir un petit peu de cette idée. Et... je vais quand même parler des normes, mais plutôt en m'accent sur les dissymétries qui existent entre les parcours des hommes et des femmes dans le milieu de la danse. Et pour vous donner un exemple que tout le monde doit avoir en tête, si vous allez voir des spectacles de fin d'année, si vous avez des enfants, ou voilà, et ben vous avez toujours le même schéma, que ce soit de la danse classique ou du hip-hop, c'est exactement pareil. Vous avez un arc de cercle de filles qui se ressemblent toutes et qui soit
sont tenus pour les classiques, soit clap dans les mains si c'est le hip-hop, et vous avez un petit garçon au milieu qui fait sa variation, et tout le monde applaudit parce que c'est génial, y compris les filles. Et après, on dit « Ah, mais les garçons, ils progressent plus vite que les filles. » Eh bien oui, parce qu'on les encourage, parce qu'on a peur qu'ils abandonnent, parce que quand ils sont insupportables, bah, faut que ça leur passe, c'est un signe de vitalité, alors que les filles, c'est un manque de concentration. Voilà, et on construit dès le début des parcours qui sont différents. Par ailleurs, certains centres de formation, et notamment au diplôme d'État sur lequel je vais revenir, diplôme d'État pour devenir professeur de danse, accordent des réductions aux garçons, ce qui n'est pas dit, mais ce que m'ont rapporté plusieurs mamans de petits garçons. Voilà. Alors, ce type de discrimination, on le retrouve également dans les auditions, évidemment, dans l'entrée au grand centre de formation. Donc, le sociologue Pierre-Emmanuel Saurignet a particulièrement étudié la chose. Grosso modo, il y a beaucoup de filles, bien sûr, qui veulent rentrer. Ça vient de la stigmatisation de la danse comme étant féminine. Il y a un gros pool au niveau de la pratique amatrice. Mais on ne va pas attendre les mêmes qualités des filles et des garçons. Et évidemment, en danse, on ne peut pas mettre un paravent comme en musique. Donc, globalement, les filles doivent avoir une excellente technique. Les filles doivent mémoriser des enchaînements très rapidement et elles doivent exécuter ce qu'on leur demande. Les garçons, s'ils n'ont pas de mémoire, ce n'est pas trop grave. Ils improvisent et c'est un signe de créativité. S'ils n'ont pas beaucoup de technique, ce n'est pas grave parce qu'ils ont l'intelligence du mouvement et on suppose que la technique va venir ultérieurement. Si les garçons ont fait de longues études, par exemple, c'est un plus parce que ça prouve qu'ils vont avoir un côté intellectuel et une sensibilité artistique développée. Si une fille a fait beaucoup d'études avant, c'est quand même un problème, c'est qu'elle ne s'est pas entraînée et donc physiquement, ça va poser un problème. Voilà, et ça, évidemment, on le retrouve en danse contemporaine, là où on attendrait plutôt, avec des discours qui stigmatisent justement un peu le classique, on attendrait une grande ouverture d'esprit, parce que nous, les contemporains, on n'est pas comme les classiques et les jazz, Burke. Nous, on est évolués. Voilà. Les parcours atypiques, toujours en danse contemporaine, sont valorisés chez les hommes et pas chez les femmes. Par exemple, commencer la danse à 30 ans, c'est possible pour un garçon. Pour une fille, à 20 ans, c'est déjà beaucoup trop tard. Être grassouillette pour une fille, il ne faut pas dépasser certaines limites. Un garçon grassouillet, ce n'est pas un problème. Thomas Lebrun a même fait carrière avec une chorégraphie qui s'appelait Itinéraire d'un danseur grassouillet. Et on a d'autres exemples. Avoir des problèmes physiques, être bossu par exemple, je pense à Raymond Hogg, que ça n'a pas du tout empêché de faire une belle carrière. On n'a pas de femmes. Le handicap aussi, on a des exemples de danseurs, je pense à David O'Toole par exemple, un superbe danseur anglais. On n'a pas d'exemple de femmes handicapées qui fassent une carrière internationale, en tout cas connue en France. Mais les chercheuses américaines disent que c'est la même chose aux États-Unis. Voilà. On oublie aussi de ce fait que, par exemple, une des grandes gloires de la danse contemporaine, une de nos fondatrices, c'est-à-dire Martha Graham, a commencé la danse à 20 ans, ce qui ne l'a pas empêché de devenir l'artiste qu'on connaît. Tu parlais des abdominaux, voilà, je pense que chez elle, c'est particulièrement développé. Et elle a fait une carrière, elle a dû quitter la scène à 75 ans. Perclus d'arthrite, mais néanmoins. Donc c'est possible. Or, aujourd'hui, on est en très net recul par rapport à ces données. Alors, je voudrais juste attirer votre attention pour terminer sur la façon dont l'institution, finalement,
entérine et légitime une pensée de la différence avec tous ces clichés et se trouve en retrait finalement par rapport aux pratiques. Je vous ai parlé du diplôme d'État pour devenir professeur de danse, qui est obligatoire pour 3 disciplines. Vous avez le classique, le contemporain et le jazz. C'est un diplôme d'État qui dépend du ministère de la Culture et qui est financé en partie par de l'argent public. C'est pour ça que c'est important, parce que ce sont vos impôts et les miens qui servent à ça. Donc, ce diplôme commence par une épreuve pratique, c'est-à-dire une variation. Une variation, c'est un enchaînement que les candidates et candidats doivent réaliser. Vous avez 2 variations au choix, ça c'est normal, mais vous avez toujours, depuis 1989, la création du diplôme, jusqu'à aujourd'hui, des variations filles et des variations garçons, dans les 3 disciplines classiques, contemporain et jazz. Qui plus est, les variations garçons sont toujours chorégraphiées par un homme. Les variations filles sont parfois chorégraphiées par un homme, mais généralement par une femme. On voit que la transgression, ça fonctionne toujours du côté dominant et que les dominés ne transgressent jamais. Alors, il y a quand même eu 5 variations, 5 années où c'était la même variation pour les garçons et pour les filles. Mais ce serait trop simple. Ces variations, elles sont transmises au centre de formation par des vidéos interprétées par des interprètes. Et évidemment, les variations filles sont interprétées par des filles, les variations garçons par des garçons. Et quand la variation est mixte, eh ben, on ne va pas faire l'économie d'une vidéo, on va faire 2 vidéos, la même variation dansée par une fille et dansée par un garçon, pour que les petits garçons n'apprennent pas en regardant une petite fille. Enfin, la nature des variations, alors ça varie évidemment selon les années et les chorégraphes qui les ont fait, mais généralement, on s'aperçoit, et ce n'est pas une surprise, que côté filles, c'est beaucoup plus académique, avec des levées de jambes, des figures reconnaissables. Il y a plus de fluidité, il y a moins de sol et il y a moins de sauts, alors que les garçons, c'est plus acrobatique, c'est plus fantaisiste. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez taper sur Google diplôme d'État, variation filles, variation garçons 2017. Vous aurez les 2 variations. Alors, c'est génial parce que c'est très pédagogique. Et il y a même la musique. Il y a même la musique. Alors, pour les filles, c'est une musique voilà, fluide. De toute façon, c'est une très belle variation. Et pour les garçons, on a de la percussion, ce qui nous ramène à la question musicale. Et il y a une variation supposée être pour filles et pour garçons. Et je vous laisse découvrir parce que les 2 interprètes ne font pas la même chose. Voilà. Donc, au travers de ce diplôme, finalement, on entérine... Alors, je vous rappelle, diplôme d'enseignement, il ne s'agit pas d'interpréter, hein. C'est-à-dire qu'on forme des professeurs qui vont avoir évidemment à enseigner à des filles et à des garçons. Ce qui fait que même pour le classique, on doit enseigner à des filles et à des garçons. Donc, on entérine le fait qu'il y a des aptitudes techniques différentes chez les filles et chez les garçons. Le fait qu'un art ne doit pas être enseigné de la même façon selon le sexe. Et d'ailleurs, un de mes étudiants m'a rapporté qu'il voulait apprendre la variation fille parce que voilà, ça l'intéressait, et qu'on lui avait dit que bon, bah, c'était pour les filles et que bon, bah, d'accord, mais dans un coin du studio pour pas déranger parce que c'est fait pour les filles. On légitime aussi le fait, au travers des vidéos, qu'on ne peut transmettre qu'à une personne de son sexe, et réciproquement qu'on ne peut apprendre que d'un modèle du même sexe. Et Maria-Nanda Gilavert, qui a fait des recherches sur ce diplôme d'État, me racontait que dans un des centres où elle a travaillé, il se trouve qu'il y avait un garçon et beaucoup de filles pour préparer ce diplôme d'État. Problème, que fait-on pour la variation garçon? Eh bien, on a fait venir un professeur homme particulier pour enseigner sa variation aux garçons. C'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé que les professeurs femmes du centre pouvaient apprendre aussi la variation. Voilà, c'est pas excessivement difficile. Et en plus, quand on est professionnel, on est capable de danser beaucoup de choses. Donc le garçon, toute l'année, a eu des cours particuliers et les filles ont eu des cours collectifs pour apprendre leur variation. Voilà. Et on entretient aussi le fait que pour les garçons, c'est l'acrobatie, c'est la fantaisie, c'est les sauts.
et pas pour les filles. Alors que quand vous regardez la réalité, quand vous regardez des compagnies, je ne sais pas, Gary Stewart par exemple, bon, je cite parce que c'est extrêmement physique, je peux vous dire qu'on n'a absolument rien à envier aux sportives et aux sportifs de haut niveau et que les performances sont absolument égales. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que dans la réalité, les danseuses et les danseurs font à peu près tout et enseignent de la même façon aux filles et aux garçons en général, mais en même temps, on s'aperçoit aussi que ce qui a été instillé par les normes passe aussi dans les exigences différenciées. Très bien. Alors, je voudrais qu'on ne reste pas quand même sur des constats accablants. Et puis, on voit ici que là, c'est non pas les représentations, mais les institutions qui sont en retard sur les évolutions sociétales. J'aimerais, pour conclure cette table ronde, que chacune d'entre vous, vous puissiez me parler de la manière dont le corps peut être au contraire un enjeu, un levier d'émancipation. Je commencerai par vous poser la question, Laurence Fischer, puisque vous avez cette expérience aussi avec Fight for Dignity, dont vous allez peut-être nous parler, puis vous avez mené des expériences avec le karaté en France et puis dans des pays en développement pour que des femmes, notamment des femmes victimes de violences, se réapproprient leur corps. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, en fait, je suis allée il y a 4 ans de cela au Congo, en RDC, dans la région des Grands Lacs, à côté du Rwanda et du Burundi, petit pays, mais Rwanda, malheureusement, on connaît bien ce pays pour raison du génocide. Et j'ai rencontré le docteur Mukwege qui travaille depuis plus de 20 ans sur des femmes victimes de viols de guerre. Donc où on se sert voilà, les femmes sont victimes, pour vous donner un chiffre, en 2011, 1100 femmes étaient violées par jour au Congo. Donc c'est un des pays où le viol est vraiment... Et donc, il a fait un formidable travail en 20 ans de réparer dans cette région du Kivu. Hein, on est vraiment à l'est du Congo. Et dans le cadre de son travail holistique qu'il fait là, depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire qu'il accompagne les femmes post-opération, il les héberge, il leur apporte la scolarité gratuitement, des formations professionnalisantes, une cellule psychologique. Il leur apporte vraiment des soins pour que les femmes se reconstruisent. Et dans ce contexte-là, il y a 4 ans, j'ai dit, mais et le corps ? Et le corps, ce qui est déjà... Il fait un travail extraordinaire. C'est un homme je l'ai fait aussi parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et en fait, on lui a proposé, à la demande aussi des filles, hein, de pratiquer du karaté et du foot. Et ça les a vraiment beaucoup, et ça aujourd'hui encore, c'est un formidable levier pour elles de reconstruction, de réappropriation du corps post-trauma. C'est aussi un autre moyen de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leur souffrance et aussi d'être valorisé, de retrouver l'estime de soi, de retrouver la confiance, simplement en mettant leur corps en action et en se le réappropriant. Et ce qui est aussi formidable au Congo, c'est que du coup, les filles, pour certaines, elles sont 20 par an à être dans cette maison de transit, donc elles restent là ponctuellement, veulent enseigner. Donc ça leur donne aussi une raison à elles de l'espoir et une motivation, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes qui sont dépressives, qui sont victimes de suicide, et qui ont aussi des enfants issus du viol. Donc il y a beaucoup de... C'est pour ça que je vous dis que les valeurs du sport, le sport aussi, c'est aussi porteur de choses positives et que c'est aussi utile pour les femmes. Et ça marche tellement qu'on s'est dit, on va aussi le proposer aux femmes en France. Donc on va démarrer à Saint-Denis, à la Maison des Femmes, qui a été... peut-être que vous connaissez, hein, à Saint-Denis, là, qui est dirigée par le docteur Ada Hatem, proposé aux femmes aussi victimes de violences, là il est question d'excision, il est question de violence conjugale, de viol, de femmes qui sont en grande difficulté avec leurs enfants, de leur proposer la pratique du karaté. Et comme on veut creuser et qu'on veut aller plus loin, qu'elles s'approprient rapidement la pratique, on fait aussi appel on va mettre un protocole de recherche-action en place pour savoir par où ça passe dans leur tête, dans leur corps, socialement,
pour que assez rapidement cette pratique qui aujourd'hui est partout dans le monde, et il y a les Jeux Olympiques, c'est valable pour plein d'autres disciplines, elles puissent se l'approprier spécifiquement dans leur souffrance et dans ce qu'elles ont vécu. Et je vous invite, excusez-moi, je vous invite à aller sur Internet, soit sur Arte, soit France 24, vous tapez karaté Congo. Karaté reconstruire Congo, et vous verrez un documentaire de 24 minutes sur le travail qu'on fait donc là-bas, et bientôt, donc très très bientôt, au mois de février, donc c'est tout bientôt à Saint-Denis à la Maison des Femmes. Merci, on mettra de toute façon ces vidéos. On mettra ces vidéos en lien sur notre chaîne YouTube Ensemble contre le sexisme, qui sera bientôt en ligne. Hélène Marquier, on a parlé, nous, de la danse, et on s'est dit que ça pouvait aussi être un espace d'émancipation, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à ce que vous avez dit au départ. Complètement. Déjà, il y a une enquête qui a été faite sur les cours de danse pour les petites filles, et au grand ébahissement des sociologues, elles se sont rendues compte que c'était des lieux où les petites filles s'éclataient. C'est-à-dire qu'alors qu'elles étaient toutes sages en dehors, le cours de danse classique, c'était l'endroit où elles étaient absolument insupportables, où elles couraient, où c'était un vrai espace pour elles d'appropriation. Et bon, je pense que la danse, déjà, à la base, c'est exactement comme le sport, ça donne, déjà, ça donne le pouvoir d'être dans son corps, d'être là, de prendre l'espace, c'est quand même un grand marqueur du genre, le fait de ne pas avoir d'espace. Donc, on vous oblige à prendre l'espace, et après, on le garde, évidemment. Voilà, je dirais, en outre, la danse, c'est pas tout à fait la même pédagogie, c'est-à-dire que certes, il y a la performance, mais en même temps, on exige, quelle que soit la forme de danse, alors certaines plus que d'autres, c'est vrai qu'en contemporain, on est plus attentive à une autoréflexivité, c'est-à-dire à une écoute de soi, à une interrogation. Par exemple, le périnée, toutes les danseuses savent où c'est et ce que c'est. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie maintenant, diplôme d'État, où on apprend à s'écouter, à observer, à vraiment... Et ça, c'est un apprentissage de la sensibilité, et c'est très important pour je dirais, ce qui est dans le quotidien. En plus, la pratique de la danse repose sur un imaginaire, et ça c'est très important, et ça peut se développer dans des ateliers, et là c'est la même chose qu'en théâtre par exemple, c'est-à-dire que quand vous imaginez quelque chose, vous ne faites pas que le rêver, vous l'incarnez. Vous devenez animal, vous devenez végétal, vous devenez eau, vous devenez vent, enfin tout ce qu'on vous propose. Et d'un seul coup, la différence entre les sexes, elle n'est absolument pas pertinente. On n'a que des individus qui essayent d'expérimenter leur corps. Et ça, c'est tout à fait fondamental, parce que ce qu'on a expérimenté une fois, ça reste dans la mémoire quelque part, et on ne peut plus vous l'enlever. En outre, il y a tout le travail en collectif. C'est aussi un apprentissage de la mixité. Alors, il y a un film que j'aime bien quand on fait des initiations, c'est Dancing in Jaffa. Alors, c'est l'apprentissage de danse de salon à Jaffa, et je trouve qu'on voit bien comment finalement on fait travailler des enfants où les garçons ne veulent pas toucher les filles pour des questions religieuses, et en plus on va faire travailler des juifs avec des arabes ensemble. Donc voilà, c'est un symbole. Voilà, donc je pense que la danse, c'est un espace, si l'enseignante ou l'enseignant veut injecter cette dimension, absolument propice à une réelle mixité. Merci, c'est intéressant. Pour conclure, Gwenaëlle Legras, je voulais vous donner la parole, le mot de la fin, pour me dire ce que vous avez entendu dans cette table ronde sur le sexisme dans le sport et la culture. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a frappé en quelques mots? Alors, je réagirais plus par rapport à la culture que je connais mieux, mais effectivement, on a vraiment entendu cette idée d'un regard masculin qui impose des normes, des partitions, des représentations, et effectivement, c'est un des points problématiques de la question,
Si on prend le cas du cinéma, on voit bien que les instances qui font fonctionner le cinéma, j'y reviendrai sur les préconisations tout à l'heure, mais le cinéma, ça fonctionne depuis le départ, depuis sa naissance, sur le voyeurisme masculin. Et un voyeurisme masculin qui, comme l'a montré Laura Mulvey, est construit sur une triple instance de regard masculin, c'est-à-dire un réalisateur, en grande majorité, qui filme des personnages, mais l'acteur principal va servir de relais au regard du réalisateur, et ce même acteur principal va lui-même servir de relais de projection, d'identification pour les spectateurs avant tout. Donc effectivement, ça construit un univers où les femmes sont des femmes objets la plupart du temps, et là on voit bien que le déséquilibre, en premier lieu, il est là, même s'il s'articule, effectivement aussi avec des questions de gros sous par ailleurs. Donc là, il y a du boulot. Eh bien, un petit mot pour finir à chacune avant d'appeler le collectif sur scène et de remercier toutes les personnes qui ont collaboré à cette table ronde. En un mot, une minute, si vous aviez une préconisation, une proposition pour aller de l'avant, chacune dans vos domaines. Moi, je dirais qu'il faut oser, il faut parler. Charlotte, c'est toi ? Ouais, ben là, vous avez le cas d'une femme extraordinaire. Charlotte, elle est une des plus grandes arbitres de hockey sur glace. Et elle mène en ce moment un sacré combat parce que justement, elle est entourée d'hommes. Et je peux vous dire que faire sa place dans l'arbitrage sportif, quand vous êtes une femme, eh ben, c'est une grande championne, Charlotte, parce qu'elle mène actuellement un grand combat par rapport à sa condition de femme. Donc c'est ça, il faut en parler, il faut qu'on soit solidaire et il faut sortir du silence. Et c'est comme ça qu'on avancera. Merci. Alors moi je dirais plus de parité dans toutes les instances décisionnelles de la culture, jury, commission, cinémathèque, programmation y compris, CNC, puisqu'effectivement qui délivre l'argent délivre aussi des représentations en bout de course. Donc effectivement plus de parité puisque seul l'accès au pouvoir peut enrayer ces multiples schémas de pensée sexiste pour en construire de plus justes. Moi, je dirais dans toutes les formations artistiques, grandes écoles d'art, arts plastiques, danse, théâtre, cinéma, etc., des formations sur le genre absolument obligatoires. Et pour ce qui concerne le diplôme d'État de danse, une épreuve obligatoire, parce qu'autrement les gens ne suivront pas les cours, concernant l'égalité des sexes et le genre, puisqu'on va former des pédagogues. Merci. Alors le moment est venu de remercier chaleureusement mes invités. Merci beaucoup. Laurence Fischer, Gwenaëlle Legras, Hélène Marquier. On peut les applaudir. Je veux aussi remercier toutes celles qui ont collaboré à cette table ronde. Françoise Morvan et Annie Sugier de La Clé, Maud Ritz de ONU Femmes France, Marie-Françoise Potreau, Femix Sport et nos trois footballeuses. Attends, j'appellerai. Et nos trois footballeuses de l'Olympique lyonnais, jouées ici par les comédiennes Laura Climent, Laura Boisaubert et OL Lecor, que nous pouvons applaudir. Merci à tout le monde.